Alors Christelle m'a demandé de réfléchir, de repenser le droit des investissements face à l'urgence climatique et à essayer de voir comment l'on pourrait faire évoluer le droit des investissements pour l'aligner sur les ambitions climatiques des États, en tout cas telles qu'elles sont affichées dans les accords internationaux sur le climat. Alors, pour commencer, quelques brefs mots de présentation de ce qu'est le droit des investissements, le droit international des investissements. Hier, on a eu le volet droit commercial avec Hugues Elliot. Le droit des investissements, c'est une autre branche du droit international économique. C'est un ensemble relativement touffu de traités internationaux, essentiellement des traités bilatéraux d'investissement. On parle des TBI. Et on en dénombre aujourd'hui à peu près 3000 qui sont en vigueur. Et ces traités ont pour objet et finalement pour objectif de protéger les investissements, alors qu'il s'agisse des investissements directs ou les investissements de portefeuille, contre ce que l'on appelle les risques souverains, auxquels ils sont exposés lorsqu'ils prennent le risque d'opérer dans un État qui n'est pas le leur, c'est-à-dire les risques de spoliation, de discrimination, d'arbitraire, d'instabilité politique et juridique. Alors, cette protection qui est offerte aux investisseurs étrangers dans ces traités d'investissement, elle s'opère par deux leviers. Traités offrent une protection substantielle à travers ce qu'on appelle des standards de traitement et de protection. Le standard de protection contre toutes les formes d'expropriation, directe ou indirecte, le standard de non-discrimination ou encore le standard de traitement juste et équitable. Et puis l'autre levier qui est offert aux investisseurs étrangers dans ces traités, c'est un levier procédural. Ces traités d'investissement offrent aux investisseurs étrangers, en cas de différend avec l'État hôte, un mécanisme de règlement des différends particulier qui est l'arbitrage transnational. Donc, en cas de différend, les investisseurs n'ont pas l'obligation, très rarement, d'aller devant le juge interne, mais ils ont la possibilité de s'en remettre à un juge spécial, à un tribunal arbitral. Alors, voilà, le tableau étant posé, jusqu'à maintenant, dans la problématique climatique, dans la problématique de la lutte contre les changements climatiques, le droit des investissements s'est plutôt fait remarquer comme un obstacle potentiel à l'adoption par les États de politiques climatiques ambitieuses. Alors, pourquoi un obstacle potentiel ? Eh bien, parce que les standards que l'on trouve dans ces traités d'investissement, ce sont des règles très imprécises, très abstraites, qui ont été interprétées de manière extrêmement libérale par les tribunaux arbitraux. Et cette interprétation libérale, quasi inflationniste de la protection offerte aux investisseurs, eh bien, elle a pu être utilisée par les investisseurs étrangers de manière offensive pour remettre en cause des mesures de protection de l'environnement adoptées par les États hôtes qui portaient atteinte à leurs droits et à leurs intérêts et pour demander réparation. Et lorsque les investisseurs, dans le cadre de ces différends, obtiennent réparation, eh bien, ce sont des indemnisations qui s'élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars, parfois plusieurs milliards, ce qui, bien évidemment, peut hypothéquer les ambitions environnementales des États. Et puis, même lorsque ces contentieux n'aboutissent pas, l'État se retrouve engagé dans des procédures arbitrales très longues et très coûteuses qui peuvent aussi avoir un effet dissuasif, ce qu'on appelle le chilling effect. Alors, pour autant, parmi les solutions que j'ai essayé d'esquisser, que faire du droit des investissements face à l'urgence climatique ? Il y en a une que j'exclus d'emblée, qui est assez souvent proposée dans la littérature, qui serait de faire tout simplement table rase de ces traités d'investissement
ou en tout cas d'exclure du champ d'application de ces traités d'investissement eh bien, les mesures qui ont un objectif de protection de l'environnement, qui s'alignent sur les objectifs des États au titre de la Convention cadre de 92 ou de l'accord de Paris. Alors, pourquoi j'exclus cette solution? Pour deux raisons principalement. La première, c'est que lorsque l'on regarde en détail le contentieux d'investissement, on se rend compte que les affaires environnementales qui ont été portées à la connaissance des tribunaux arbitraux, alors c'est vrai dans le domaine de l'investissement, mais c'est aussi vrai dans le domaine du droit de l'OMC en réalité, ces affaires environnementales, ce sont surtout des affaires de protectionnisme vert, où, sous couvert de protéger l'environnement, les États, en réalité, cherchent à privilégier les entreprises locales ou à se débarrasser d'une entreprise étrangère qui n'est plus souhaitable sur le sol national. Donc, la protection qui est offerte par les accords d'investissement reste nécessaire pour protéger les investissements étrangers qui doivent être faits pour accompagner la transition climatique. Et on sait que cette transition climatique, elle est très largement tributaire précisément des investissements étrangers comme dans le secteur de l'énergie, dans le secteur industriel, etc. Et puis l'autre raison qui fait qu'il me semble qu'il ne faut pas jeter complètement le droit des investissements, même si, encore une fois, il y a des propositions en ce sens, et même si certains États ont fait le choix, ils sont minoritaires, de dénoncer leurs traités. Donc la deuxième raison, c'est que l'idée que le droit des investissements, à travers les traités d'investissement, à travers l'arbitrage transnational, est complètement déséquilibrée, cette idée a vécu. D'abord, la jurisprudence arbitrale s'est progressivement régulée, même si dans un premier temps, c'était une jurisprudence in favorem, en faveur des investisseurs étrangers. Il y a eu vraiment un grand mouvement de rééquilibrage de la jurisprudence arbitrale. Et puis, l'autre raison, c'est que depuis quelques années, on assiste à une réforme du droit des investissements, à une réforme des accords d'investissement qui, là aussi, permettent de mieux balancer la nécessité de protéger les investisseurs à l'étranger et la nécessité de préserver la souveraineté normative des États. Comme on a des accords de libre-échange de nouvelle génération, on a des accords d'investissement de nouvelle génération, et l'archétype de ce type d'accord, c'est le chapitre investissement qu'on va trouver dans le CETA, dont on a déjà parlé hier. Alors, pour repenser le droit des investissements face à l'urgence climatique, il me semble qu'il y a deux pistes à explorer. La première, qui est assez peu, qui est prudente, je dirais, c'est de poursuivre cette réforme des accords d'investissement, de l'approfondir et de l'accélérer. Et la seconde, c'est d'introduire aussi plus de flexibilité dans ces traités au profit des États, au profit de la marge de manœuvre des États lorsqu'ils doivent arbitrer entre leurs obligations à l'égard des investisseurs et leurs obligations climatiques. Donc, c'est ces deux pistes que je vais explorer. Je vais donner quelques exemples. Hier, Christelle a parlé de quelques échantillons. C'est le cas de pistes qui peuvent être, de propositions qui peuvent être envisagées en ce sens. Alors, d'abord, s'agissant de la poursuite de la réforme du droit des investissements, cette réforme qui a été engagée il y a maintenant une dizaine d'années, elle vise une chose assez simple, c'est de normaliser la protection qui est offerte aux investisseurs étrangers. C'est-à-dire faire en sorte que ces investisseurs étrangers ne bénéficient plus de protections qui soient exorbitantes par rapport à celles dont peuvent se prévaloir les entreprises locales en vertu du droit local.
Et cette réforme, eh bien, ce mouvement de réforme, il est aujourd'hui extrêmement dynamique puisque eh bien, ce sont aussi bien les États développés qui sont traditionnellement exportateurs de capitaux qui proposent de nouveaux modèles de traités que les pays en développement qui, eux aussi, travaillent au rééquilibrage de leurs traités d'investissement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette réforme du droit des investissements. Elle consiste pour l'essentiel à réécrire ces fameux standards de traitement juste et équitable, de protection contre l'expropriation indirecte, qui, lorsqu'ils ont été formulés dans les premiers traités dans les années 80-90, l'ont été, comme je le disais tout à l'heure, dans des termes extrêmement vagues, extrêmement abstraits, ce qui a donné lieu à des interprétations extrêmement larges. Donc, cette réécriture des traités, eh bien, elle revient à insérer des clauses de protection des investisseurs qui sont beaucoup plus ciblées, qui sont beaucoup plus précises, qui resserrent la protection offerte aux investisseurs sur les atteintes les plus graves à la règle de droit, à l'arbitraire, au déni de justice, etc. Et puis, cette réécriture des traités d'investissement, eh bien, elle permet aussi de rappeler que des mesures adoptées par l'État dans un but légitime, de manière non discriminatoire, transparente, etc., n'ont pas à être qualifiées d'expropriation indirecte ou de traitement juste et équitable. Donc, c'est un rééquilibrage qui fonctionne puisque les contentieux qui peuvent se nouer sur la base de ces nouveaux traités, en réalité, ont très peu de chances d'aboutir. Alors, le rééquilibrage, il n'est pas complet. Il faut l'approfondir. Il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans les traités d'investissement. Il faut surtout accélérer cette réforme parce qu'à l'heure actuelle, encore aujourd'hui, pardon, pardon, ça intervient au mauvais moment. Aujourd'hui, 90% des traités qui sont encore en vigueur sont des traités. Je ne vais pas y arriver. Pardon, excusez-moi. Je reprends mon souffle. Voilà. Donc, comme je le disais, les traités qui sont actuellement en vigueur, c'est cette masse de 3000 traités, 90% de ces traités sont des traités qui ont été négociés dans les années 80-90. Donc, sur le format de l'ancien modèle. Donc, il faut bien évidemment accélérer les renégociations. Mais il me semble que cette renégociation, elle est finalement bien plus pertinente qu'une dénonciation pure et simple des traités. Alors, je m'explique. La question aujourd'hui se pose pour le traité sur la charte de l'énergie, qui est un traité qui a été conclu en 1994 entre les membres des communautés européennes et des États d'Europe de l'Est pour sécuriser les investissements dans le secteur de l'énergie, les investissements européens à l'Est. De fait, ce traité, aujourd'hui, protège à 60% des investissements dans les énergies fossiles. Alors, la Commission européenne a demandé à pouvoir renégocier ce traité pour le moderniser. Cette renégociation, aujourd'hui, elle est extrêmement discutée, débattue, et certains demandent tout simplement à ce que l'on dénonce le traité. Alors, c'est une possibilité, bien évidemment. Mais dans le traité sur la charte de l'énergie, comme dans beaucoup de traités d'investissement, la grande majorité, il y a ce qu'on appelle une clause sunset qui permet au traité de survivre 10, 15 ans, 20 ans après sa dénonciation. Or, si on dénonçait le traité sur la charte de l'énergie aujourd'hui, il pourrait encore permettre de protéger des investisseurs pendant 20 ans dans des secteurs énergie fossile et surtout sur la base de standards
ces standards rudimentaires qui, eux, peuvent faire l'objet d'une interprétation trop extensive et peuvent éventuellement hypothéquer les politiques climatiques des États. Donc finalement, la renégociation des traités, eh bien, c'est la seule voie raisonnable, probablement, pour permettre d'avoir un droit des investissements qui est mieux équilibré. Alors maintenant, comme je le disais, cette réforme, elle n'est pas complète, il faut l'approfondir et il faut aussi probablement aller plus loin que dans le toilettage des clauses d'investissement. Il faut aller plus loin et peut-être introduire ce que j'appelle des mécanismes de flexibilité au profit des États. Pourquoi? Parce que même dans les traités d'investissement les plus modernes possibles, avec les standards les mieux élaborés, les plus équilibrés, il y aura toujours un risque de contradiction inextricable entre les garanties offertes aux investisseurs étrangers et le droit de l'État d'adopter les politiques climatiques de son choix. Or, dans l'économie générale actuelle des accords d'investissement, et c'est vrai aussi pour les accords commerciaux, on l'a vu hier, la dogmatique libérale de ces accords fait qu'en cas de contradiction, eh bien, ces contradictions sont nécessairement dénouées au profit des obligations économiques de l'État. Donc, il me semble qu'il faut introduire des mécanismes qui permettent de dépasser ce prisme libéral. Alors, on peut envisager tout un tas de mécanismes de flexibilité. De propositions, puisque je vois que le temps avance, une proposition de mécanisme de flexibilité au niveau des clauses substantielles, de la protection substantielle, ça pourrait être d'introduire des clauses de primauté des accords multilatéraux sur l'environnement, sur les obligations économiques des États, et notamment des clauses qui prévoiraient qu'en cas de contradiction inextricable entre les obligations des États au titre de l'accord de Paris et les obligations de l'État au titre de l'accord d'investissement, eh bien, ce sont les premières qui prévalent. Ces clauses de primauté, elles existent déjà dans certains traités d'investissement. Ils sont très rares. Ces traités d'investissement, ces clauses, en tout cas pour le moment, ne renvoient jamais à la Convention cadre des Nations Unies ou à l'accord de Paris. Mais techniquement, il n'y a aucun obstacle à ce que cela soit possible. Et le deuxième mécanisme de flexibilité que l'on peut envisager, lui interviendrait au niveau procédural. Alors, l'arbitrage d'investissement a fait l'objet et fait encore l'objet de très nombreuses critiques sur lesquelles je ne vais pas revenir. Il y a à l'heure actuelle de très nombreuses propositions pour améliorer l'arbitrage d'investissement ou tout simplement pour proposer d'autres solutions. Si on en reste à un mécanisme de règlement des différends qui est spécifique dans les accords d'investissement, ce à quoi tiennent quand même beaucoup les États, eh bien, il serait possible d'introduire ce qu'on appelle un veto climatique qui existe déjà dans certains traités pour la matière fiscale notamment. Veto climatique qui permettrait aux parties contractantes à l'accord, donc à l'état hôte et à l'état d'origine de l'investisseur, en cas de plainte d'un investisseur contre une mesure de lutte contre les changements climatiques, de suspendre la procédure arbitrale, la procédure juridictionnelle, et de décider d'un commun accord si cette mesure est conforme aux attendus, aux attentes de la Convention cadre, de l'accord de Paris, si elle est légitime, si elle est non discriminatoire et si donc elle n'a pas à être attaquée sur le terrain de l'accord d'investissement, ou s'il y a un doute sur sa légalité. Et dans ce cas-là, eh bien, la procédure juridictionnelle pourrait reprendre. Alors, ce mécanisme de veto ne vise pas à permettre de couvrir les mesures climatiques qui constitueraient en réalité une restriction déguisée, mais ce mécanisme permettrait d'écarter un risque de contentieux long, coûteux, à l'issue incertaine, face à des mesures dont les États, à la fois l'État hôte et l'État d'origine de l'investisseur, s'entendent pour dire que d'un point de vue environnemental, d'un point de vue climatique, elle est absolument nécessaire.
Donc, voilà ces quelques possibilités, alors que ce soit l'introduction d'une clause de primauté de l'accord de Paris sur les obligations d'investissement ou le veto climatique, ce sont des mécanismes qui ont probablement une certaine coloration politique, puisqu'il vise à renverser la dogmatique libérale économique au profit d'une dogmatique, en tout cas au profit des ambitions climatiques de l'État. Mais il me semble que cette coloration politique, à un moment donné, elle est nécessaire dans les accords d'investissement. Voilà, j'en ai terminé. Je suis désolée pour les toussements qui étaient incontrôlés et bien, enfin pas du tout, bienvenue. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, chers collègues. J'ai noté que